L'émission Le Vestiaire est une présentation de Hyundai Jean Thibault et de Microbrasserie Charlevoix. Mesdames, Messieurs, bonjour. Mon nom est Maxime Jaudoin et bienvenue à l'émission Le Vestiaire. Aujourd'hui, au Sport local, je reçois Mme Danielle Ouellette. On fait un bilan de la virée nordique de Charlevoix. Également, chronique chasse et pêche avec mon collaborateur François-Xavier Thibault. Et enfin, Ligue majeure, on parle de baseball, mais également de la défensive du Canadien de Montréal. Alors préparez-vous, parce que Le Vestiaire, ça commence maintenant. C'est parti pour l'émission Le Vestiaire, mesdames, messieurs. Et au sport local cette semaine, comme vous le savez, le printemps est à nos portes. Et qui dit printemps dit souvent, en fait, bilan de fin de saison. Et comme dehors, on a encore de la neige, bien, c'est le bon temps pour faire le bilan de la virée nordique de Charlevoix 2022. Et pour ce faire, mesdames, messieurs, j'en parle avec Mme Danielle Ouellette. Madame Ouellette, bonjour. Bonjour Maxime. Comme je l'ai dit, on fait un petit peu un bilan de la virée nordique de Charlevoix 2022 parce que cette année, on a eu un gros succès. On parle près de 1300 participants qui ont été présents durant pratiquement tout le mois de février qu'on a appelé le mois de la virée nordique de Charlevoix. Tout d'abord, quel bilan vous faites de cet événement qui a été grandiose en 2022? On est très heureux du déroulement de notre activité. Il faut dire qu'en 2021, on n'a pas pu faire d'activité en présence à cause de la pandémie. Par contre, comme on voulait garder l'enthousiasme puis garder le lien avec la virée nordique, l'année dernière, on a offert 2 activités en virtuel. Les 5 défis de la virée nordique qui proposaient aux gens de faire les activités comme s'ils le faisaient en vrai, mais dans leur environnement. On a eu environ 600 personnes qui ont répondu l'année dernière. Et on a envoyé un défi scolaire qui fait que pendant tout le mois de février l'année dernière, les professeurs pouvaient enregistrer les participations scolaires, pas scolaires, mais sportives d'hiver que leurs jeunes faisaient. Puis à la fin de cette période-là, il y a eu un jury pour remettre un prix à l'école la plus participative, la classe la plus participative. Alors, on a tellement aimé cette activité qu'on l'a reportée cette année. Donc, tout ça pour dire que là, on avait vraiment, puis nos participants avaient vraiment, vraiment hâte de faire du sport pour de vrai dans Charlevoix. Alors, on a eu un grand succès. On a eu 2 nouvelles activités. Oui. Une qui s'adressait aux jeunes du secondaire, un peu un projet pilote là, cette année, au secondaire de l'école de la polyvalente du Plateau, où les jeunes faisaient un ski au thon. Donc, ils skiaient toute la journée sur une période, puis en même temps, faisaient une levée de fonds pour une cause. Ça a été très intéressant. On a lancé le kilomètre vertical, qui a été fort populaire aussi. C'est l'ascension de la piste numéro 11 au Mont-Grand-Fond. Et ensuite, on a fait nos activités qu'on-tient qui sont très populaires, le marathon des neiges qu'on a fait sur 3 différents parcours, le parcours famille au bord de l'eau, la vallée des glaces, le ski dans la vallée et la course du Yéti. Alors, on était fort occupés et on a eu une très, très bonne réponse. Absolument. Bien, il y avait quand même du choix, je pense, pour les coureurs. Et comme on dit, dans Charlevoix, l'hiver, là, on doit vraiment aimer le froid. Alors, dites-moi, pour faire cette activité-là à l'extérieur, là, est-ce qu'on doit, oui, aimer le froid pour pouvoir faire toutes ces activités hivernales-là? Je ne sais pas qui aime le froid, mais il faut s'adapter au froid. Il faut être prêt, il faut être bien équipé, bien habillé. Puis pour nous, comme organisateurs, blague à part, c'est toujours un enjeu de s'assurer que nos participants soient en sécurité, que nos bénévoles soient en sécurité aussi. Parce qu'on pense aux skieurs qui bougent, qui arrêtent au ravitaillement, mais le bénévole qui est au ravitaillement au grand vent, bien, lui aussi, il doit être protégé. Donc, cette année, on a eu 2 journées vraiment hivernales à -20 avec des facteurs vent. Mais d'année en année, les gens se préparent mieux, sont bien habillés, bien vêtus. Et puis, en ce qui concerne les grandes distances comme le marathon, les gens viennent avec un petit sac puis on leur demande d'apporter de l'équipement supplémentaire, de vêtements supplémentaires, des chauffe-mains, chauffe-pieds et tout ça. Fait que ça s'est bien déroulé. On n'a pas récupéré personne en hypothermie, mais oui, il faut vraiment être prêt à affronter le froid. Oui. On sait, cette année, c'est la 9e édition. L'an prochain, la 10e sera vraiment là, très, très bienvenue. Après 9
9 ans, après toutes ces années-là de virée nordique, qu'est-ce qu'on retient comment on fait à chaque année là, pour un peu là, se dépasser? Qu'est-ce qu'on retient de la précédente pour réussir à se dépasser l'année d'après? Bien, évidemment, on garde les éléments qui ont été populaires. Si on prend le marathon, les inscriptions se sont envolées en une demi-heure. Alors, c'est sûr que c'est une activité très en demande, mais d'un autre côté, on veut que ce soit une belle expérience pour les participants. Donc, on restreint aussi le nombre pour pas que ce soit, pour que ce soit agréable pour les participants. Donc, finalement, oui, on retient les activités gagnantes. Puis, à chaque année, on essaie toujours d'ajouter un peu de nouveau, soit de la façon de présenter nos activités, mais là, comme cette année, on a présenté 2 nouvelles activités. Puis je peux vous dire là, que pour la 10e édition, Oui. on va faire une très grosse 10e édition. On est en train déjà de la préparer. Est-ce qu'on pourrait avoir quelques scoops en primeur? On garde ça encore secret? Disons que c'est encore secret, mais on travaille peut-être sur un extra-marathon. Les skieurs en ont jamais assez, alors on vogue un petit peu dans ce sens-là. Je peux déjà vous dévoiler qu'en 2023, notre porte-parole et présidente d'honneur sera Anne-Renée Desbiens. Alors, c'est un modèle pour les jeunes. Absolument. Quelle bonne nouvelle. Je pense que c'est un choix bien fait. Là. Ça a été bien choisi. Madame Ouellette, merci beaucoup. On comprend que la virée nordique, pour les gens qui veulent se mettre en forme, je pense que c'est l'événement à ne pas rater. Et surtout, on attend avec impatience la 10e édition. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maxime, et à l'année prochaine pour la virée nordique. Merci beaucoup, Madame Ouellette. Courte pause, au retour, c'est la chronique Chasse et pêche avec mon collaborateur François-Xavier Thibault. Restez là. Et de retour à l'émission Le Vestiaire pour la chronique Chasse et pêche avec mon collaborateur François-Xavier Thibault. FX, bonjour. Salut Max. On va faire un lien avec la dernière émission parce qu'on avait parlé longuement d'une très belle carte qui était bien détaillée où on avait 4 points principaux sur la carte et on avait un point notamment qui s'appelait saline. Donc saline, on parle de liquide, mais on parle aussi d'odeur. Donc là, j'ai hâte de voir un peu là, au niveau des odeurs, saline, qu'est-ce que ça représente ça en termes de technique justement? Bien, concrètement, dans le dernier épisode, on parlait plus de prospection. Maintenant, on parle de salines. Oui. Les salines, c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre dans l'industrie de la chasse et de la pêche au Québec. Ça implique aussi des achats de certains produits. Les gens ont de la misère parfois à sélectionner le bon produit en fonction de leurs besoins, que ce soit pour l'orignal et pour le chevreuil. Mais aujourd'hui, on va démystifier quoi utiliser et quand l'utiliser. Absolument. Donc là, on a une gamme de produits présentement au centre de nous. Donc là, on parle d'odeurs plus fortes et plus douces dans ces cas-là. Bon, là, comment on sélectionne une odeur particulière pour le bon moment propice là-dessus? Bien, premièrement, je vais un peu faire une présentation rapide. Moi, j'utilise des produits à base de produits naturels avec des odeurs très fruitées ou des odeurs à base de plantes ou de produits forestiers, de souches forestières. Pourquoi? C'est naturel. L'orignal est très habitué d'utiliser ça. C'est pas des odeurs qui sont artificielles pour lui. Il se sent en sécurité puis il se sent en confiance. C'est vraiment une valeur ajoutée, si on veut, à notre territoire de chasse. J'utilise autant des produits de base solide qu'on appelle des minéraux en sel ou en granules, ou autant des produits liquides en gelée. Les produits à base de sel, l'odeur plus forte ou plus douce au niveau du matériau? Bien, je te dirais que la différence va être surtout en fonction de tes besoins. Exemple, chasse sur la Côte-Nord, en milieu plein résineux, je vais utiliser un produit à base de conifères et de thé des bois, des produits qui vont sentir plus la forêt résineuse, le sapin. Voilà, en fait. Là, on voit une couleur verte, donc qui représente un peu la forêt. Exactement. Donc, le match se fait là, oui. Oui, c'est un super de bon produit. Je t'invite à le sentir. Tu devrais adorer l'odeur. Oui, on va sentir ça, mes amis. Alors, on y va. OK, au nez, c'est prenant quand même, une odeur forte bien odeur développée, oui. De sapin et de thé des bois ou un peu de menthe, si on veut. Oui. C'est très intéressant. Ça marche super bien. Ensuite, on peut aller aussi avec des odeurs plus fruitées qu'on peut mettre sur un bloc d'acide, comme concrètement, ou sur une saline sur une souche avec du sel et des minéraux. Oui. C'est un produit à base de framboise qui marche super bien, qui va attirer ton orignal de plus loin dans le but de drainer l'achalandage concrètement à un endroit précis. Donc là, on est dans la portion fruitée un peu plus, là, exactement. comme ça.
Oui, une petite odeur de slush, au niveau ceux qui... Une odeur d'un peu à de la fruits maison, en- vous le voyez pas, là, mais c'est vraiment une petite odeur de slush Ouais. poppy que j'aime appeler. Là, Puis là, je te fais sentir ces produits-là pour comprendre un peu que le but de l'orignal, c'est d'attirer son attention par le nez, parce Oui. que c'est ce qui mène sa vie, l'odorat. Et après ça, on va parler en même temps d'emplacement. Où est-ce qu'on va faire une saline? Oui. Comme là, j'ai la carte ici. Oui. On regarde ça d'un angle plus d'un aigle au perché. On voit ici qu'il y a du vert foncé qui est du résineux, Oui. du vert pâle, du feuillu. Oui. Où est-ce que je devrais faire une saline? Ben, c'est pas compliqué. J'ai déjà sur la carte un point saline qui est très stratégique. Pourquoi? C'est un entonnoir naturel, une transition entre deux habitats, comme on a parlé dernièrement des zones de transition. C'est une aire de voyagement naturel pour le gibier, que ce soit un orignal ou un chevreuil. J'ai un site nourricier en vert pâle, donc c'est un endroit qui est parfait parce qu'on a autant de la cachette pour un site de repos où il peut ruminer, un site nourricier. Donc, c'est un territoire qui va combler tous les besoins du gibier. Donc, si tu fais une saline là, tu as plus de probabilité qu'ils viennent lécher tes produits puis en même temps combler ses carences alimentaires. Exactement. Là, au niveau des produits sur la table, là, on a à peu Ouais. près 7 produits. Ouais. Ça, est-ce que ça veut dire qu'avec ces produits-là, on peut attirer, exemple, 7 animaux différents, animaux différents? Pour avoir souvent un achalandage plus continu, ce que les gens souvent on conseille, c'est de faire une saline, mais de manière espacée. Ce que je veux dire par là, souvent les gens vont mettre 2 ou 3 blocs de sel, mais ils vont les regrouper ensemble. C'est une erreur parce que souvent les femelles avec un veau puis une femelle toute seule n'auront pas le même comportement. Il y a souvent des femelles dominantes sur une saline, des femelles plus dominées, si on veut. Et il y a des individus, comme dans la société, dans les êtres humains, qui ont un caractère plus fort que d'autres. Oui. Donc, ce que je conseille, c'est de répartir l'offre, ce qui veut dire les produits, en 2. Donc, je vais faire souvent un piquet avec un bloc de sel avec une odeur X pour faire un test. Et de l'autre côté, je vais poursuivre avec un second produit, environ à une dizaine de pieds, avec un autre bloc de sel. Ça permet de ne pas avoir de chamoyage sur la saline. Ça permet d'avoir plus d'orignaux. Tu sais, j'ai déjà eu jusqu'à 6 orignaux en même temps sur une Oui. saline. Là. Donc, le but, c'est d'espacer le produit. Là. Et même si l'odeur n'est pas très forte, ça fonctionne pareil. Est-ce qu'il y a des techniques comme telles qu'on doit prendre un produit moins fort, je vais appliquer une telle technique, plus fort, une autre technique? C'est-tu au niveau de la concentration ou si bien la technique générale, elle fonctionne pour tout? Ben, moi, je te présente la base aujourd'hui. Exemple, utiliser des odeurs à plantes forestières et des odeurs fruitées. Puis, un autre produit qu'on peut utiliser, c'est les produits à base d'urine. OK. Sans l'urine d'orignal et Oui. le feuillage. Un autre test de senteur? Oh, OK. C'est des produits qui sont très concentrés, puis ça permet des fois de provoquer l'orignal. Fait que quand tu parles de stratégie, des fois on met des Oui. odeurs plus provocatrices Oui. pour le provoquer en fonction du début de la saison des amours ou durant l'été. On peut mettre des odeurs qui vont susciter un intérêt qui n'est pas de curiosité, mais plus qui va dire je vais aller sentir, ça sent l'orignal. Tu sais, ça va faire différent. Donc, et j'aime ça parce que là, on comprend que la portion saline, là, ça fait partie de la, entre guillemets, de la prospection. Donc, c'est une étape qui est très importante dans le but d'attirer l'animal et par la suite d'agir en conséquence de, finalement. Oui. On peut comprendre ça. Ben, il faut voir ça d'une manière que le but premier de la saline, c'est de combler les carences alimentaires de l'orignal ou du chevreuil. Oui? Puis c'est pour lui donner un soutien, puis aussi pour drainer un achalandage à un point fixe quand on a des petits territoires. Exemple, quand j'ai pas 20 km², que j'ai juste 1 km par 1 km, dans le fond, j'ai 1 ou 2 km², j'essaie de drainer l'achalandage à un point précis dans le but de faire un plan de chasse de qualité. Souvent, on n'a pas grand, fait qu'il faut les leurrer, il faut les concentrer à des places précises. Oui. La saline va te jouer une carte d'atout réelle pour une chasse de ce genre-là. Donc, le but, c'est de les amener à un endroit précis, puis de les attirer, puis de les provoquer, puis souvent, de les garder à un endroit avec des odeurs. Le but, c'est de leur créer une accoutumance et une routine. Mais si tu es proche d'un cours d'eau, puis proche d'un site nourricier, puis d'une zone de couchage Oui. avec du résineux, Oui? tu es direct dans leur maison. Donc, tu as beaucoup plus de chances de les garder là, et Oui. ce, même durant tout l'été et même l'automne. Ouais, voilà. Avant de conclure, FX, ces produits-là, j'imagine que c'est des produits spéciaux qu'on trouve en magasin, Oui. spécial également. Ben ça, pour pas les nommer, c'est la compagnie Maniac de prospection. Moi, dans le fond, je suis guide de chasse dans la vie. C'est des produits que j'utilise autant sur la réserve faunique de Laurentides, Oui. dans Charlevoix, sur la Côte-Nord. C'est des produits que j'ai essayés, puis j'ai participé à l'élaboration de ces produits-là. C'est des produits qui sont disponibles dans Charlevoix, chez Ecotone, PN Gariepi de Baie-Saint-Paul. Puis je peux vous assurer que leur efficacité est excellente. J'ai testé ces produits-là et c'est les produits que j'utilise depuis maintenant 2 ans et demi. Ça fonctionne à merveille. Voilà. Alors, on en prend note. Donc, produit intéressant et aussi très fort en concentration pour, évidemment, De bien... haute qualité. De haute qualité pour après avoir ça. FX, merci beaucoup. Donc, la saline, on est lancé sur le sujet. Merci encore une fois, très apprécié. Ben, merci à toi. Nous, on fait une courte pause. Au retour, on parle des Ligues majeures avec mes collaborateurs M. Tremblay ainsi que François-Xavier Thibault. Restez là.
Et de retour à l'émission Le Vestiaire pour le segment des Ligues majeures avec mes collaborateurs Mathieu Tremblay ainsi que François-Xavier Thibault. Messieurs, bonjour. Salut Maxime. Salut. On parle de baseball parce que là, officiellement, l'année 2022 est lancée après environ 100 jours de lockout, donc ça fait du bien de revoir un peu nos athlètes performer comme tels. Et les Jays, eux, ont amorcé leur week-end d'ouverture à Toronto, une première depuis 2019 en raison de la pandémie, on s'en souvient. On n'avait pas joué comme ça depuis pratiquement un bon 2 ans et on a commencé ça face aux Rangers du Texas. On avait 3 matchs. Et quel match d'ouverture, parce que je veux préciser que les Jays perdaient et on a remonté 10-8. Messieurs, au premier regard de cette formation-là, en début de saison, qu'est-ce que vous en retirez? De la fierté, déception un peu, ou aussi dans l'ensemble, si c'était bien? Ben, moi, je pense qu'il y a beaucoup d'espoirs qui sont fondés sur l'équipe des Jays. Il y a plusieurs personnes qui les mettent favoris dans leur section d'ailleurs. Ce qu'on a compris, c'est que les lanceurs n'étaient pas prêts. Les lanceurs adverses ne sont pas prêts non plus. C'est un début de saison qui est un peu chamboulé. On a sorti les joueurs de leur routine. Donc là, on a vu ce que ça donne. Heureusement, les joueurs en attaque étaient prêts. Les frappeurs sont prêts. Ouais. Donc, c'est ce qu'on pourrait... C'est comme ça que j'analyse le premier match de mon côté des Jays. Ça a été FX. Honnêtement, là, je ne sais pas si tu as vu, mais le stade a quand même levé avec la remontée. Donc ça, pour un partisan, de voir que son équipe commence comme ça, c'est le bienvenu, je pense. Ben, c'est parce que les gens sont fébriles, tu sais, puis c'est le retour dans les estrades, concrètement au baseball. En plus. C'est comme ça nous a fait vivre au stade olympique il y a quelques années. Oui. Tu sais, il y a une certaine effervescence aussi du baseball canadien. Puis là, Oui. avec l'avenue de certains joueurs autonomes, puis après ça, avec les recrues qui s'en viennent comme Bichette, Vlad qui est là, je pense qu'il y a beaucoup d'intérêt du côté des Jays. Là-dessus, et la formation est un peu transformée parce que oui, on a un noyau de joueurs principal. On pense à, tu l'as dit, à Vladimir, Bo Bichette, on a Kevin Biggio. Je vais embarquer là-dedans Teoscar Hernandez parce que c'est un joueur important. Mais on a ajouté des joueurs et là-dedans, on pense à Matt Chapman, un frappeur de circuit, à Kevin Guzman, à Yosei Kikuchi, un lanceur de la rotation partante. Donc là, est-ce que les Jays cette année ne pourraient pas faire revivre aux partisans, comme on l'a dit tantôt, un peu l'époque des expos de la belle époque, C'est finalement. 94. C'est quasiment ça qu'on pourrait voir. C'est un peu rêvé, espère. hein? Ça serait tellement rêvé, ça serait tellement agréable. Mais Oui. moi, j'ai de la misère à les comparer. C'est un sacrilège comparer les Jays aux Expos, là. On s'entend. c'est difficile émotionnel au bout. Mais sérieusement, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait beaucoup de jeunes depuis des années et là, ils sont vraiment bien entourés. Oui. Ils sont mieux entourés qu'ils ne l'ont jamais été. Il va rester aux lanceurs, tout le bullpen, là, de prendre l'expérience, de se régulariser. Donc, il manquait de régularité dans les dernières années. Donc, je pense que c'est ce qui va être intéressant pour les Jays. Ça va être la clé, vraiment, là, s'ils veulent du succès. Puis surtout que quand on voit un peu l'historique dans les lignes majeures, ce qui a fait la différence, c'est qu'il faut qu'ils soient bien entourés, les jeunes. Pour performer. Du côté des Red Sox, il y a toujours eu des bons joueurs. Du côté des Yankees aussi. Puis, tu sais, moi, je me dis, pourquoi pas une nouvelle dynastie? Bon développement, avec des bons joueurs établis, pourquoi pas? Oui. C'est sûr que l'avantage des ligues majeures, c'est qu'ils n'ont pas de plafond salarial comme au hockey. Il y a une taxe de luxe. Ça coûte, tu peux dépasser, mais ça te coûte très cher à avoir des bons joueurs. Les Yankees, c'est une formalité pour eux. Ça. Est-ce que les Jays, est-ce que MLC a les rangs assez solides? Je crois que oui. Je pense qu'ils sont capables de sortir les millions quand il faut. Sur 10 ans, peut-être pas, mais sur quelques années, à court terme, je pense que ça peut être intéressant. Oui. Puis c'est intéressant aussi de regarder les changements qu'il y a eu, changements importants au niveau baseball. Oui. Mais il n'y a plus de frappeurs désignés dans la nationale. Je pense que c'est une très bonne chose d'avoir des frappeurs, des lanceurs qui frappaient pour 100, c'est quasiment des retraits automatiques. Donc là, c'est un peu c'était limite inutile. Là. Au moins, ça rajoute de la compétitivité là, dans le baseball. Puis ce que j'ai aimé aussi, c'est de voir les nouveaux bidules électroniques pour les signaux des lanceurs. T'sais, avant, on avait les signaux traditionnels. Ils sont encore là, on est plus en phase test. On se souvient tous des signaux lancés, des Astros, parce que ça s'est su, mais tout le monde les vole, on s'entend. Là. Mais les Astros, ils ont manqué de subtilité. Donc, espèce de bidule que le receveur avait sur sa pad et qui calait au lanceur qui a un écouteur qui entendait extérieur à droite. C'est intéressant. Moi, j'aime ça, ce nouveau jouet-là. Les petites nouveautés qui embarquent en ligne de compte. Mais là, les Jays, prochainement, qui vont affronter les Yankees à New York pour 4 matchs. Après ça, on revient à Toronto pour des matchs face à Oakland. Avant de conclure ce segment-là, FX, on peut s'attendre à quoi dans le première moitié de saison? Disons, après un mois d'activité, là, tu t'attends à quoi de la part des Jays avec la formation qu'on a présentement? Bien, sur papier, avec ce qu'on voit là, moi, je m'attends à ce qu'ils prennent une place assez solide dans le classement. Là. Il faut absolument qu'ils aillent chercher des points, qu'ils jouent en haut de 1600, puis qu'il y ait au moins dans les 2 ou 3 premières positions, qu'ils se taillent une place pour la première partie avant le match des étoiles en juillet. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait une place qui est enracinée au sommet là, du classement. On n'a pas le choix. Là. Avec des joueurs autonomes comme ça, puis les espoirs, moi, je me dis en même temps, si on ne joue pas en
en haut de 500, c'est un échec. Là. Fait qu'on n'a pas le choix. Là. C'est ça. Absolument. Faut viser minimalement 500. Oui, c'est ça. Mais Après. l'avantage, c'est que là, on a le temps de se placer. Alors, c'est ce qui est bénéfique pour Toronto là-dessus. Absolument. Maintenant, messieurs, on parle du Canadien parce que là, la fin de saison arrive. Il reste à peu près 3 semaines à disputer à ce sujet-là. Bon, là, la question, moi, que je vais vous demander, est-ce que Price va revenir au jeu avant la fin de la saison? C'est-tu permis d'y croire, ça? Absolument. 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 Très d'accord avec FX, absolument. Alors là, on parle d'une façon unanime de savoir à quel moment ça va être sa décision à lui de voir. On l'espère tous. Le Canadien On en a l'espère trop parlé pour pas qu'il revienne. Et Ils se sont trop avancés côté marketing, côté médias sociaux, côté même l'entraîneur en a parlé. Donc, tu sais, quand tu dis qu'il va revenir quand il va être prêt, tu mets pas la pression sur le joueur, mais on sait que c'est lui qui a le choix. Donc, je pense surtout qu'il qu'il est capable. habillé. Ben, exactement. Ouais, Là, c'est plus juste des pourparlers. C'est Puis ça. moi, j'ai un petit doigt qui me dit qu'il va commencer un samedi soir à Montréal à domicile. Moi, en tout cas, c'est mon feeling. Mais C'est il possible. va commencer à Montréal, son retour. Je pense que c'est pratiquement sûr pour les partisans. Là, un petit peu, messieurs, je vais qu'on parle un peu de la défensive, parce que la défensive, dans les prochaines années, va être, je pense, incroyable à regarder jouer. Là, les joueurs déjà en place qui, selon moi, vont demeurer là pour un petit bout. On a David Savard, on a Joel Edmondson, on a Alexander Romanov. Mais je regarde un peu l'avenir avec les Kyle Clagg, les Jordan Harris, les Justin Barron, les Corey Schuenemann. Là, moi, vraiment, cette défensive-là, là, dans les 2-3 prochaines années, là, je me dis, pour une fois, vraiment, wow! Et je pense que c'est ça, on le voit, là. À moins que je me trompe. Romanov, il fait partie de l'avenir aussi. C'est ça, il est bon présentement, puis il va être bon encore pendant longtemps. Donc, effectivement, il y a vraiment un vent de jeunesse qui souffle là, au sein de la défensive. Tu as un bon vétéran comme Edmondson, David Savard, je pense qu'ils sont là pour bien encadrer ces jeunes défenseurs-là. Kyle Clagg, je pense que tu peux faire ton deuil, là, il ne sera pas de retour l'année prochaine. Corey Schuenemann, il va être pas mal à cheval entre les deux. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même des joueurs sous contrat. Jeff Petrie qui est encore sous contrat, qui va être là. Mais oui, l'avenir est brillant. Jonathan Harris, il est tellement agréable à regarder jouer. Rien de spectaculaire, mais tellement efficace. Pour un gars de 5 et 11, c'est surprenant. Là. Très physique. Il patine vraiment. Il est impressionnant, puis il tue des jeux calmement. Donc, il est vraiment là. Non, mais là-dessus, puis même, FX, si je te pose la question, selon toi, quel jeune devrait commencer l'année prochaine à Montréal, disons, peut-être dans un top 6, tu me dirais qui ton premier choix? Justin Barron. D'après moi, j'irai avec Justin Barron pour la simple et bonne raison que le joueur a de l'expérience déjà en Ligue américaine. Il démontre beaucoup d'intelligence dans son jeu. Il déplace très bien la rondelle. Il contrôle la game. J'aime aussi beaucoup en zone défensive. Il close son gap. Ouais. Moi, ce que j'aime beaucoup de ce défenseur-là, c'est son gabarit aussi. Puis il y a une certaine fluidité à faire la première passe en zone défensive. Moi, j'aime vraiment ce joueur-là, mais je serais pas surpris de voir Harris chevaucher Barron pour un poste d'apartant l'année prochaine. C'est des joueurs qui comprennent le jeu, je pense. C'est ça qui est important. Là, ils prennent ce qu'il y a sur la table. S'il n'y a pas de bon jeu à faire, ben, ils vont faire le jeu simple, efficace, qu'ils vont acheter du temps s'il faut. Une passe en arrière, c'est pas nécessairement un mauvais jeu. Ils gardent le contrôle de la rondelle. C'est ce qui est intéressant là, du côté de la défense. Mais on parle de jeunes. Moi, j'aimerais qu'on porte l'attention sur Corey Schuenemann. Corey Schuenemann, on le sait, ça va être sûrement un top 6, top 7. Un défenseur de soutien, mais c'est drôle. On a eu un bon retour pour Brett Kulak, et moi, je pense que ça pourrait être une bonne pièce de rechange pour remplacer Kulak. Coûte pas cher, déplace bien la rondelle, puis un joueur de 26-27 ans, je pense que ça pourrait être une monnaie d'échange à court moyen terme pour pallier ce que Kulak était. Tu as absolument raison. Écoute, il n'y a rien d'extraordinaire. Il est bon dans à peu près tout. Il est excellent dans rien. Un couteau suisse. C'est exactement. Donc, effectivement, c'est une belle surprise, Corey Schuenemann, qu'on n'a pas vu venir en début de saison. Par contre, on s'entend que certains joueurs vont commencer, par contre, avec le Rocket de Laval, parce que le Canadien ne peut pas commencer l'année prochaine avec, disons, 4 défenseurs de moins à peu près de 24 ans. À un moment donné, ça prend des vétérans pour venir combler... oui, pour le développement, ça peut être, entre guillemets, propice, mais quand même, ça te prend des vétérans pour amener ça. Puis là, ça m'amène à me demander, Jeff Petrie, qui peut-être va partir durant l'été, Chris Wideman, William Lagesson, ces gars-là, est-ce qu'on a encore une place pour eux, ou si vraiment ça sent soit l'échange, ou soit, je ne veux pas dire Laval, parce que c'est des gars qui n'ont peut-être pas d'affaires là, mais est-ce que vraiment on a un avenir pour eux à Montréal, vu les transactions qu'on a faites? Ça dépend de la manière qu'on va voir ça. Puis moi, je pense que le plus important, premièrement, ça va être Kent Hughes et Jeff Gorton qui analysent leurs besoins. Parce que là, tu parlais des jeunes, mais il faut savoir c'est quoi que les jeunes sont. On s'attend à ce qu'ils donnent. Puis aussi, c'est bien beau avoir des jeunes, mais il ne faut pas sauter les étapes. Là, on a Logan Mayou dans l'organisation. On va avoir après ça Justin Barron, Jalen Strouble. On a Jordan Harris. Fait que là, si on en a deux, c'est sûr que moi, je garderais Wideman en soutien parce qu'il joue très bien en avantage numérique.
Puis il va y avoir la pression cette année, c'est beau, il n'y a pas de pression. Tu sais, avant, on amenait des stats on n'amène même plus de stats tellement c'est pas important pour l'instant. On veut que les joueurs, on veut qu'ils progressent. L'année prochaine, la situation va être différente. Il va y avoir un peu plus de pression. Comment vont-ils réagir? C'est ça qui va dicter, je pense, la suite des choses. Puis Wildman peut être un très bon 7e, effectivement. C'est surtout ce qu'il démontre dernièrement, du temps d'avantage numérique. Tu sais, je pense qu'il y a une vingtaine de points actuellement. Je trouve qu'il joue quand même bien pour un 7e défenseur. Je ne te le mettrais pas top 4, mais je pense que comme 7e défenseur pourrait faire la job. Puis la beauté des recrues, c'est des two-way contracts, des contrats de volets. Fait que tu peux l'essayer 10 games. Là, on va voir, on leur envoie ça à Laval, on fait des tests. Il y a beaucoup de potentiel et une certaine prospérité qui s'en vient du côté de la défensive. On prend Barron, par exemple. Là, on le regarde beaucoup. Les dirigeants canadiens le regardent jouer. Est-ce que l'année ils vont dire, OK, là, voici, on t'a vu jouer, voici qu'est-ce qu'on a de toi, voici tel point à améliorer. Va passer quelques mois à Laval, ça va être gagnant pour toi. Peut-être que ça peut être une option aussi d'aller à Laval, c'est pas un recul. Mais ce qu'on retient, c'est que je pense que, oui, pour une fois, en général, on peut dire que la défensive va être en amélioration constante dans les années à venir. Et ça, pour moi, c'est le point important parce que je pense à la vente de billets. Aussi, ça te prend, à un moment donné, un produit sur la glace pour réussir à avoir un peu d'intérêt. On va y aller comme ça. Absolument. Messieurs, merci beaucoup. C'était très, très apprécié. Et en espérant vous voir de très bientôt parce que ça va arriver, ça je vous le garantis. Merci beaucoup à la maison. Portez-vous bien. Ciao! L'émission Le Vestiaire est une présentation de Hyundai Jean Thibault et de Microbrasserie Charlevoix.